à la dissuasion nucléaire. C'est un de ces sujets un peu complexes qu'on résume souvent à des images chocs, des simplifications et oui, même des caricatures. Un concept qui fascine autant qu'il peut inquiéter. Là, par exemple, on a cette fameuse image du parapluie nucléaire français tendu à l'Europe. C'est une image forte, c'est vrai, mais bon, derrière cette vision un peu simple se cache une réalité bien plus nuancée, beaucoup plus contrôlée et réfléchie. Et que dire de cette image digne d'un film de science-fiction? Alors est-ce que c'est vraiment ça, la dissuasion? Une décision sombre, prise en solitaire? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va essayer de comprendre la mécanique, la vraie, de la dissuasion nucléaire française aujourd'hui. Donc voilà, ces caricatures, aussi parlantes soient-elles, on va s'en servir comme point de départ. L'idée, c'est de les utiliser pour déconstruire un peu les mythes et voir ce qui se cache vraiment derrière. Allez, on commence par la base, la doctrine. Bon, première grande partie, la doctrine. La question est simple, mais elle est fondamentale. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, pourquoi dissuader? C'est quoi le but premier de cette stratégie? Alors, le principe de base, il est assez simple à comprendre et il n'a pas vraiment changé depuis le début. Le but, ce n'est pas de gagner une guerre nucléaire, ça n'a aucun sens. Non, le but, c'est d'empêcher qu'elle commence. C'est de bloquer en amont toute agression majeure contre ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. C'est en quelque sorte la garantie ultime de sa souveraineté. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. La dissuasion, ce n'est pas une réponse automatique, ce n'est pas du tac au tac. Il n'y a pas de robot qui appuie sur un bouton. C'est une décision qui n'arrive qu'en tout dernier recours. Vraiment, quand les intérêts vitaux de la nation sont menacés par une agression majeure. Et que toutes les autres cartes, la diplomatie, le conventionnel, ont déjà été jouées. Ok, passons maintenant à l'aspect qui fait le plus fantasmer, qui est le plus critique. Qui prend la décision? Comment ce pouvoir immense est-il organisé? C'est la question, finalement, celle que toutes ces caricatures posent d'une manière ou d'une autre. Qui appuie sur le fameux bouton? Est-ce que c'est un dirigeant, seul, qui pourrait agir sur un coup de tête? On va voir que la réalité, heureusement, est bien plus structurée que ça. Et là, regardez bien, cette image résume tout. Le contraste est saisissant. D'un côté, la caricature, l'image d'une décision impulsive, presque théâtrale. Et de l'autre, la réalité. Un organigramme, une chaîne de commandement et de contrôle hyper précise, qui ne laisse aucune, mais alors aucune place à l'improvisation. C'est toute la différence entre le mythe et la procédure. La réponse, elle est claire, nette et précise. C'est un principe de base, intangible. En France, une seule personne détient ce pouvoir, le président de la République. Lui et lui seul. Aucun général, aucun militaire ne peut décider à sa place. Il n'y a aucune automatisation possible. Donc la décision finale, elle est toujours humaine, et elle est avant tout politique. Ce n'est jamais un réflexe, c'est le résultat d'une analyse très complexe qui se nourrit d'infos qui viennent des militaires, des diplomates, des services de renseignement. Et tout ça s'inscrit dans un processus de validation qui est justement conçu pour éviter toute précipitation. Bon, maintenant qu'on sait qui décide, voyons un peu le comment. Comment la décision est-elle appliquée? Comment le système s'assure qu'il n'y ait pas d'erreur, pas d'action précipitée? C'est ce qu'on pourrait appeler l'anti-bouton rouge. En fait, tout le système est bâti autour de ce qu'on appelle des garde-fous. Le but est double. D'abord, empêcher un déclenchement par accident, évidemment, mais aussi empêcher une décision qui serait prise sous le coup de l'émotion ou d'une pression énorme. C'est vraiment tout le contraire de l'image simpliste du gros bouton rouge sur lequel on appuie. Alors, sans entrer dans les détails secrets évidemment, la procédure suit plusieurs grandes étapes. Tout part de la détection et de l'évaluation d'une menace. Ensuite, il y a une phase de consultation, d'analyse stratégique. C'est seulement après ça que la décision politique ultime peut être prise. Et enfin, l'ordre est transmis par des moyens ultra sécurisés. Chaque étape est volontairement lente, conçue pour être réfléchie et pas du tout réactive. Mais bon, une doctrine, aussi solide soit-elle, pour qu'on y croie, elle doit s'appuyer sur des moyens bien réels, des capacités qui fonctionnent. Alors c'est quoi les moyens de la France aujourd'hui? Eh bien la stratégie repose sur deux piliers qui se complètent, un peu comme une double assurance. Le premier pilier, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. C'est ce qui donne toute sa crédibilité à la dissuasion française, la composante océanique. Il s'agit des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les fameux SNLE. Et leur avantage principal, leur atout maître, c'est la discrétion. Ils sont quasi indétectables, ils bougent tout le temps, ils sont autonomes pendant des mois. Et ça garantit une chose. La France aura toujours la capacité de riposter, même si elle subissait une attaque surprise absolument dévastatrice.
Et attention, cette capacité de riposte, elle est permanente. Ça veut dire que là, maintenant, à la seconde où l'on parle, il y a au moins un de ces sous-marins qui est en patrouille, en silence, quelque part au fond d'un océan, prêt à agir si l'ordre venait à tomber. C'est cette permanence qui rend la dissuasion crédible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà pour la force océanique, discrète et permanente. Mais à côté, la France a un deuxième pilier, la composante aéroportée. Et son rôle est différent, mais il est tout aussi essentiel. Cette composante aéroportée, avec les avions Rafale, elle offre, disons, plus de flexibilité. Elle est plus visible. Et ça permet par exemple d'envoyer un message politique clair, un avertissement stratégique, sans pour autant aller jusqu'à la riposte ultime. Elle vient vraiment compléter la composante océanique. Alors pour conclure, revenons à notre point de départ. Maintenant qu'on a vu la doctrine, la décision, les moyens, remettons en perspective la perception qu'on en a, souvent via les caricatures, et ce qui est la réalité de la dissuasion. Ici, tout est résumé. Face à l'image d'un acte impulsif irrationnel, la doctrine oppose une décision mûrement réfléchie. Au mythe du bouton automatique, la réalité oppose un contrôle humain qui est total et strict. Et enfin, face à l'idée d'une menace agressive, on a le concept d'une assurance, une assurance purement défensive. Cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie de la dissuasion. Son succès, en fait, ne se mesure pas à son utilisation, mais, paradoxalement, à sa non-utilisation. Tant qu'elle reste crédible, elle empêche le conflit. Elle protège sans jamais avoir à frapper. Au final, les caricatures, par nature, elles simplifient. La réalité, elle, repose sur des décisions humaines, sur des procédures extrêmement encadrées et sur une volonté constante d'éviter l'irréparable. C'est ça, aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française.